Voilà, c'est bon. Est-ce que tu vois le PowerPoint? Oui. Parfait. C'est souvent les gens là. Oui, bah, il faut juste. Alors, c'est PowerPoint en pleine page. C'est sûr. Pardon, excusez-moi. Je commence. Oui, vous pouvez commencer. Vous pouvez présenter. Bon, pour les personnes qui sont en ligne, si jamais il y a un document qui est téléchargeable, c'est ce qui nous servira tout à l'heure. C'est avec ça qu'on travaillera tout à l'heure. Je rappellerai encore plus tard le lien. On y va? Oui, on y va. On va y arriver. Ok, alors je vais faire la production. Merci Josiane et Dominique de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là. On va parler aujourd'hui de comment articuler le travail des étudiants dans les cours et en dehors du cours. Un défi peut-être assez courant dans l'enseignement supérieur. Juste peut-être un petit mot pour me présenter. Donc, je suis Amaury Vidal, je suis professeur associé. Je crois que c'est l'équivalent de conférence, j'imagine, ici. Je travaille à la Haute École Pédagogique du Canton de Vaud. Une HEP en Suisse, c'est une école de formation d'enseignants. C'est l'équivalent du ISP, c'est ça? ISP, en France. Et puis, ma fonction essentielle, enfin, ce qui m'occupe le plus, c'est de m'occuper de ce qu'on appelle les formations continues diplômantes des enseignants, c'est-à-dire des diplômes universitaires pour tout le monde enseignant, l'enseignement obligatoire et post-obligatoire de l'école primaire, équivalent d'école maternelle jusqu'à l'équivalent du lycée, on va dire. Donc, les directeurs d'établissement, les médiateurs scolaires, les délégués santé dans les écoles, les bibliothécaires scolaires, toutes ces personnes-là se forment avec une formation en diplôme de formation continue. Je m'occupe essentiellement de ça. Sinon, mes recherches portent sur l'enseignement supérieur, la pédagogie de l'enseignement supérieur et le développement professionnel des enseignants. Très brièvement. Et puis, je donne des cours en lien avec la pédagogie de l'enseignement supérieur. Ça, c'est pour faire une présentation rapide. Et puis, j'en viens tout de suite au thème et pour expliquer un peu quelles sont les questions qui se posent le plus souvent avec cette question, ce thème et les enjeux qu'il y a autour. Alors, peut-être vous vous êtes déjà posé la question, peut-être que pas du tout, peut-être que enfin, si vous êtes là, j'imagine que ça vous intéresse quand même le thème. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que font les étudiants en dehors de mes cours? Quand ils ne sont pas devant moi, qu'est-ce qu'ils font pour se préparer? Est-ce qu'ils n'étudient que pour l'examen à la fin? Ou est-ce qu'ils lisent régulièrement? Ou est-ce qu'ils font un petit peu de travail régulièrement? Et si on se dit qu'on a envie qu'ils apprennent le plus possible en profondeur, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour les aider pour ça? C'est un peu ça la question, on va dire, la plus générale. Alors, je prends les questions un peu petit à petit. Qu'est-ce qu'ils font les étudiants en dehors du cours pour préparer éventuellement la prochaine séance, l'examen? Mais il y a aussi la prochaine séance, de semaine en semaine, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont comme exercice? Alors, ça dépend très certainement de la configuration du cours. Il y a des cours magistraux, il y a des travaux pratiques, ça dépend un peu des cursus, des programmes, mais la configuration est pas tout à fait la même. Est-ce qu'ils travaillent tout seuls ou est-ce qu'ils travaillent en groupe?
est-ce qu'on peut les encourager à ça? On voudrait qu'ils travaillent régulièrement, de façon autonome. Si ça implique qu'il y en a dans les cours, ce serait plus agréable, qu'ils posent des questions, qu'ils répondent aux autres. Et puis qu'ils apportent des éclaircissements, des éclairages particuliers s'ils ont personnel. Une autre question, c'est très souvent ce qu'on peut leur faire en dehors des cours, c'est lire quelque chose, écrire quelque chose, éventuellement réaliser des exercices, s'exercer, refaire, appliquer. Ça peut être aussi visionner une vidéo, préparer une présentation orale, préparer un débat. Finalement, ce n'est pas uniquement de la lecture. C'est vrai qu'on imagine qu'ils vont aller à la bibliothèque, qu'ils vont lire, mais il y a des tas de choses qu'on peut leur faire où on peut être en droit d'attendre de leur part quand ils travaillent en dehors. Et puis, est-ce que s'ils font ça seuls ou en groupe? On parlait tout à l'heure avec les collègues là, de la question de la classe inversée, l'enseignement inversé, où pour venir à un cours en présence, les étudiants vont se préparer et faire quelque chose. C'est souvent regarder une vidéo dans ce mode-là, mais ça peut être lire un texte, plein de choses comme ça. On est vraiment dans le même mode et dans cette question-là, mais plus spécifiquement, sur la question comment activer les étudiants entre les cours. Okay. Et c'est un défi, on ne va pas se voiler la face, c'est un vrai problème. Si on veut innover dans ces cours en se disant je veux faire de la classe inversée, c'est mieux que les étudiants soient partie prenante, finalement. Et comment est-ce qu'on peut faire? Donc ça touche à quelques enjeux aussi, c'est vrai qu'il y a des questions, mais aussi des enjeux, c'est que c'est très bien de les faire travailler en dehors des cours, mais comment est-ce que ça va s'articuler avec ce qu'on fait en cours? Parce que ce n'est pas nécessairement uniquement préparer ce qui va se passer quand on est en présence, mais ça peut être prolongé ce qui s'est fait en présence. Et donc les deux devraient être assez articulés. Ça demande pas mal de méthodes de travail de la part des étudiants. Il n'y a pas uniquement la matière, le contenu qu'on veut leur transmettre, qu'on voudrait qu'ils apprennent, mais il y a aussi la méthode de travail. Est-ce que les étudiants arrivent à s'organiser par eux-mêmes de façon autonome pour apprendre efficacement en dehors du cours? C'est une question qu'on peut poser. Peut-être qu'on s'en fiche, hein. Ça peut être une réponse, mais à ce moment-là, on peut se demander qu'est-ce qu'ils vont apprendre, est-ce que les apprentissages qu'ils vont réaliser seront de qualité. Alors, on peut alterner des tas de choses, oral, écrit, lecture, écriture, individuel ou en groupe. Ça peut être formel, informel. Je prends un exemple, je m'attarde juste un petit peu sur la lecture et l'écriture. Très souvent, on se dit lire, c'est nécessairement un texte scientifique, un article scientifique, voire un chapitre d'ouvrage, voire tout un livre. Écrire, c'est nécessairement un travail qui sera noté, qui sera conséquent, au moins plusieurs pages, etc. Mais en réalité, si on est dans un processus d'apprentissage, il n'y a pas de raison de faire petit à petit, de les entraîner petit à petit à réaliser ce genre de travail. Lire un texte scientifique, c'est un apprentissage en soi. Les étudiants, quand ils sont au lycée, ils ont appris à lire. On est d'accord. Mais est-ce qu'ils ont appris à lire un texte scientifique dans une discipline scientifique pointue? Ce n'est pas tout à fait la même chose que de lire un roman, un poème, un article de journal, des choses comme ça. Et en faire un résumé, si jamais. Même chose pour l'écriture. Au lycée, ils ont appris à écrire, évidemment, mais ils ont appris à écrire quoi? Un poème, un petit article de journal, un reportage sur quelque chose. Ils ont fait une présentation orale, mais sur un sujet qui les intéresse, et pas nécessairement de façon scientifique, avec une méthode scientifique. Et donc, cet apprentissage-là, dès la première année universitaire, en L1, c'est assez conséquent de se mettre à une toute autre façon de travailler, un tout autre cadre de travail, avec d'autres exigences de travail. Donc, on parle autant du contenu que de la façon d'y arriver.
Un quatrième enjeu, il y en a sûrement d'autres, hein, mais c'est, comme je viens de dire, finalement, apprendre, préparer petit à petit les étudiants à réaliser des travaux conséquents. À la fin de leur licence, je crois qu'ils doivent faire un travail beaucoup plus conséquent, mais petit à petit, ils vont devoir l'apprendre. Ce n'est pas d'un coup, en dernière année de licence, qu'ils vont être tout à coup capables de réaliser un travail important. Alors, bon, on va parler un peu de tous ces éléments-là. Alors, il n'y a pas que moi qui veux parler, en fait. Okay, je vous préviens tout de suite, ça va être assez interactif. Je vais vous solliciter, je vais vous poser des questions, mais vous aurez aussi des moments pour poser des questions. Sauf qu'il y a des choses vraiment qui vous brûlent les lèvres, tout à coup, vous pouvez m'interrompre éventuellement pour poser des questions. Et puis, ben, vous avez un document sous les yeux. Les personnes à distance aussi ont pu le télécharger. Et à un moment donné, on va un peu travailler avec ça. Et en gros, on va partir à la découverte de trucs et astuces et de stratégies pour amener les étudiants à travailler entre les séances de cours. OK? Alors, première question qu'on peut se poser finalement, c'est quoi l'apprentissage des étudiants? Les étudiants, ben, on espère que quand ils sont en face de nous, ils apprennent quelque chose. On espère que c'est bénéfique pour eux. Mais on sait aussi qu'ils n'apprennent pas que en classe. Ils apprennent aussi en dehors du cours, en dehors des périodes de regroupement. Et bon, pour faire une petite métaphore avec un iceberg, c'est vrai que ce qui se passe en cours, c'est jamais que la pointe émergée de l'iceberg, en fait. Parce qu'en dehors du cours, ils font en principe beaucoup de choses. Ils font des exercices pour les TD, ils font de la lecture, ils préparent des présentations, ils font des travaux de groupe, ils discutent avec leurs collègues, etc. Ça peut être beaucoup de choses parfois. Et un horaire d'étudiants à l'université, ça dépend très fort des facultés, des sections et des cursus, des programmes, mais grosso modo, enfin, les étudiants passent beaucoup plus de temps en dehors des cours à apprendre qu'en cours, en réalité. Okay. Comment est-ce qu'on pourrait profiter de ce moment-là, en dehors des cours, pour susciter de l'apprentissage sérieux? Et puis, ben, tous les pays européens et même extra-européens se sont mis un peu au système des ECTS, donc les crédits d'études, si on veut. Et puis, un crédit ECTS, ça vaut normalement entre 25 et 30 heures d'apprentissage, pas de cours. Et quand on considère qu'un crédit, c'est 25 à 30 heures d'apprentissage, ben on compte tout. On compte le temps que les étudiants passent en classe, passent en cours, mais aussi le temps qu'ils passent à étudier, à lire, à travailler, à écrire, à discuter avec les autres, à se préparer à l'examen, tout ça. Ce qui passe comme temps à la bibliothèque aussi. Et donc, quand on a un cours qu'on donne et qui compte pour 3 crédits, ben, on sait que ben, il y a un crédit qui va se passer très certainement, peut-être un peu plus éventuellement, en cours, et puis le reste du temps, les étudiants, ben, ils vont se préparer, travailler par eux-mêmes. Donc voilà un peu pour la métaphore de l'iceberg. Donc si je résume, ça veut dire que soutenir l'apprentissage en cours et en dehors des cours, ça veut dire que c'est pensé en termes d'apprentissage et pas uniquement en termes de temps de cours, de temps où on enseigne, où on parle, où on discute avec les étudiants. Donc, si apprendre, c'est tout ça, enseigner aussi, d'une certaine façon, c'est tout ça, on est là pour finalement conduire les étudiants vers de l'apprentissage. Le but de l'enseignement étant l'apprentissage. On est bien d'accord. Okay. Alors, une question qui se pose souvent, c'est, que j'entends souvent, même avec mes collègues, les enseignants que je forme, une question c'est, est-ce que les étudiants qu'on a en face de nous,
qui ont entre 18-19 ans et 24-25, mais la moyenne d'âge ne fait qu'augmenter dans les universités, ça ne va pas s'arranger. Est-ce que c'est vraiment des adultes? Bon, des jeunes adultes, si on veut, mais est-ce qu'ils se comportent vraiment comme des adultes? Est-ce qu'ils sont autonomes? Est-ce qu'ils sont motivés? Et effectivement, c'est un contexte particulier d'enseigner à des étudiants, jeunes adultes, mais adultes quand même. Alors, on se pose beaucoup de questions là-dessus. C'est pas la même chose qu'enseigner au lycée, au collège. C'est pas la même chose qu'enseigner en formation continue non plus. C'est pas des gens qui ont une pratique professionnelle, une expérience professionnelle sur laquelle on pourrait se baser. Hein. Ici, on est avec des jeunes adultes qui sont en formation initiale. Alors, c'est quoi des apprenants adultes? Voilà quelques caractéristiques qu'on peut voir dans la littérature. Alors, ce sont des personnes qui sont conscientes de leurs besoins de savoir. Elles savent qu'elles ont besoin d'apprendre quelque chose pour, dans un premier temps, obtenir un diplôme, mais plus tard pour avoir aussi une profession. Contrairement aux enfants qui ne sont pas nécessairement si conscients, ou en tout cas de façon formelle, sont si conscients de ce besoin de savoir. Ils ont une conscience d'eux-mêmes par rapport à leurs apprentissages. Ils savent, ils peuvent mieux exprimer qu'un enfant, par exemple, comment ils apprennent ce qu'ils ont appris. Alors, ils sont en formation initiale, mais ils savent déjà beaucoup de choses en réalité. Et leur expérience, ils peuvent avoir, certains étudiants ont déjà travaillé, certains étudiants ont déjà fait d'autres études avant, ils ont aussi une expérience et ils se fondent beaucoup sur cette expérience-là, cette pratique, pour réfléchir et continuer à apprendre. Ils s'engagent à apprendre. Parfois, on a l'impression qu'ils sont démotivés, c'est vrai parfois, mais ils sont quand même, à certains moments, ils sont aussi engagés, ils ont envie d'apprendre. Ils ont aussi une orientation, ils savent comment faire, ils savent, en tant qu'adultes, faire aussi le tri dans ce qu'ils ont besoin de savoir et de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont moins besoin. Et puis, il y a aussi la motivation, elle est plutôt intrinsèque, contrairement aux enfants qui n'ont pas nécessairement conscience, ils sont très contents d'être à l'école, vous savez, souvent, mais ils n'ont pas nécessairement une motivation individuelle. On leur dit que c'est très bien d'aller à l'école, d'apprendre à lire et écrire, mais ça vient de l'externe, alors qu'un adulte, ça vient plutôt de l'interne. Donc c'est un contexte un peu particulier d'enseigner à des étudiants à l'université. Et puis, quand on parle de formation, en fait, quand on apprend, on se transforme soi. Ce n'est pas uniquement ce qui se passe dans notre cerveau, les connaissances, etc. C'est aussi, on transmet aussi des attitudes, une façon d'être. Quand on forme des médecins, on leur apprend à se comporter comme des médecins aussi. C'est pas uniquement des connaissances dans toute une série de domaines. C'est pas uniquement une pratique professionnelle, faire des piqûres, etc. S'occuper de patients, mais c'est aussi une transformation identitaire dans la façon d'être, dans les attitudes, etc. Dans la vision de soi. Okay, donc, l'apprentissage, c'est tout ça. C'est pas uniquement des connaissances, c'est pas uniquement des compétences professionnelles, c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est aussi vers ça qu'on forme les étudiants. Alors, vous avez entendu souvent parler de méthodes actives, et puis, j'imagine, hein. Et puis, les méthodes actives, les caractéristiques, c'est qu'on va essayer de faire engager les étudiants, les faire interagir, faire en sorte qu'ils fassent une production personnelle, l'apprentissage en profondeur, on va mettre à disposition des tas de ressources, etc. Tout ça, ce sont des caractéristiques de ce qu'on appelle de façon générale les méthodes actives, les stratégies actives d'enseignement. Dont, par exemple, la classe inversée,
Et quand on compare les caractéristiques des méthodes actives et, je reviens juste une dizaine en arrière, les caractéristiques des apprenants adultes, on voit que ça correspond pas mal en fait. Si on s'adresse à des gens qui se basent beaucoup sur leur expérience personnelle pour continuer à apprendre, qui veulent s'engager à apprendre avec la motivation intrinsèque, qui savent identifier leurs besoins d'apprentissage, leurs méthodes d'apprentissage, etc., on voit que les méthodes actives d'enseignement, c'est pas si bête en fait pour ce type de public. Parfois, on pense que les méthodes actives, ça scolarise un peu l'enseignement universitaire, mais en réalité, c'est bien utile et c'est bien adapté pour un public d'adultes et de jeunes adultes. D'ailleurs, si vous avez déjà fait de la formation continue, par exemple, pour des professionnels, on est vraiment beaucoup plus là-dedans que dans l'enseignement frontal, genre pour extra-cathédrale magistral. Donc là, il y a peut-être à creuser par rapport à l'enseignement vers des adultes. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est de quoi ça dépend la réussite, la persévérance, la motivation des étudiants versus l'échec et l'abandon. On sait qu'il y a beaucoup d'échecs en première année, moins par la suite, heureusement, mais de quoi ça dépend? Alors, si vous allez voir le livre de Marc Romainville et Christophe Michaud, ils ont passé leur temps en fait à collecter des tas de recherches sur de quoi dépend la réussite, quels sont les facteurs, quelles sont les conditions qui font que les étudiants apprennent et réussissent à l'université. Alors, on sait qu'il y a des tas de variables, ce qu'on appelle des variables de présage, c'est-à-dire ce que les étudiants sont avant d'arriver à l'université. Alors là, il y a des caractéristiques sociales, démographiques, socio-économiques. Il y a des facteurs plus psychologiques liés aux personnes. Voilà. Et puis, il y a l'expérience ou le passé scolaire des étudiants. Alors, ça, c'est les variables de présage, par définition, on a relativement peu d'impact là-dessus. On doit prendre les étudiants tels qu'ils sont, okay, tels qu'ils arrivent. On sait par exemple que les filles réussissent mieux à l'université que les garçons. Voilà. On ne sait pas trop encore pourquoi, mais c'est quelque chose qu'on peut observer. On sait que les étudiants qui sont de milieux socio-économiques plutôt favorisés, c'est-à-dire qui ont en général plutôt une mère qui a fait des études supérieures, ils vont mieux réussir que les autres. On sait que les étudiants âgés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà eu une vie professionnelle avant de revenir aux études, c'est compliqué pour eux. Les études universitaires sont encore très adaptées à ce genre d'études. Même par rapport aux caractéristiques psychologiques, il y a des étudiants qui ont tendance, les attributions de l'échec ou de la réussite, par exemple, c'est très important. Les étudiants qui se disent « Ah, j'ai eu un échec à cet examen-là, mais c'est à cause du prof parce qu'il ne m'aime pas. » Ou l'étudiant qui dit « J'ai eu un échec à ce moment-là, mais c'est vrai, je n'ai pas assez bien travaillé, j'aurais dû mieux étudier tel point de matière, j'aurais dû refaire tel ou tel exercice davantage. » Le deuxième étudiant, il va beaucoup mieux réussir une prochaine fois que celui qui attribue son échec à quelqu'un d'autre ou à une cause externe. Okay. Alors, ça ne dépend pas de nous tellement tout ça. Hein. On peut peut-être influencer un petit peu les attitudes des étudiants pendant les cours, mais c'est les étudiants tels qu'ils sont au départ. Les étudiants qui ont redoublé plusieurs fois dans l'enseignement secondaire, c'est compliqué pour eux, etc. Ok, donc ça, ce sont des variables de présage qui vont, on peut prédire d'une certaine manière, avec un certain taux de certitude, on peut prédire la réussite ou la persévérance des étudiants dans les études supérieures grâce à ces variables. Mais il y a aussi des variables qu'on appelle des variables, pas des variables présage, mais des variables processus, c'est-à-dire des variables sur lesquelles on a un peu plus de pouvoir, nous ou l'institution dans laquelle on est.
il y a les conditions de vie des étudiants. Les étudiants qui travaillent en dehors à côté pour vivre, tout simplement, c'est compliqué pour eux. Les études universitaires ne sont pas très bien adaptées pour ça. Mais les universités peuvent faire des choses. Elles offrent des bourses, elles peuvent aider les étudiants qui en ont besoin, etc. Et donc là, sur des choses comme ça, on peut un petit peu agir. Les étudiants qui habitent loin, qui sont pas tellement soutenus par leur famille, c'est compliqué pour eux aussi. Donc, créer des cités universitaires, les institutions peuvent travailler là-dessus. Après, il y a tout ce qui est les représentations, les conceptions. Les étudiants qui considèrent, par exemple, dans leur conception de l'apprentissage, moi, pour apprendre, il faut que je me mette au premier rang et que je note tout ce que le prof dit. Il y a des étudiants qui pensent ça. Ils ne vont pas être très heureux dans leurs études universitaires, probablement. Et c'est pas dit, ils vont peut-être apprendre, mais c'est pas dit qu'ils réussissent. Il y a les croyances motivationnelles. Qu'est-ce qui fait que je peux, que je vais me motiver à étudier, etc. Le métier d'étudiant, très important aussi. En sociologie, on aime bien la notion d'affiliation, c'est-à-dire se sentir intégré dans l'institution dans laquelle on étudie. C'est très important pour les étudiants et ça passe par l'accueil des étudiants par l'institution, mais aussi l'ambiance, la possibilité de se faire des amis à l'université, l'intégration dans des groupes d'étudiants, etc. C'est vraiment très important de ça, et ça a un impact direct sur la réussite et l'envie de persévérer des étudiants. Il y a ce qu'on fait en classe, les expériences pédagogiques, évidemment, ça a aussi son importance. Et puis, les conditions d'études, l'aide qu'on peut donner aux étudiants en matière de méthode. Il y a beaucoup d'universités qui proposent aux étudiants des petites formations ou du coaching pour prendre des notes, pour organiser leur temps de travail, etc. Et tout ça, ça va influer sur l'échec et la réussite. Alors, j'ai une question pour vous. D'après vous, parmi tous ces facteurs-là, c'est lequel qui est le plus corrélé avec la réussite et la persévérance des études? Dans les caractéristiques présage. Autant présage que processus. Passé scolaire. Passé scolaire. Représentation et conception. Représentation, conception. L'intégration. L'intégration dans le social et académique. Oui. D'autres idées? Motivation. Motivation, ok. Alors, tous ces éléments sont importants. Hein. Expérience pédagogique. C'est pas mal. Alors, on se rapproche. Effectivement, quand on regarde un peu les études, tout est important, tout a une influence sur la réussite. Mais ce qui est le plus corrélé avec, dans les études avec la réussite, c'est effectivement ce qui se passe Quand même. en cours. Et oui, heureusement, quand même. Sinon, à quoi ça irait? Donc, ce qu'on fait faire aux étudiants, que ce soit en cours ou en dehors des cours, comme activité pédagogique pour apprendre et pour développer leurs compétences, c'est ça qui est souvent dans les études corrélé le plus avec la réussite. Okay? Donc, ça veut dire que l'air de rien, on a un rôle quand même très important par rapport à ça. C'est vrai que la motivation, c'est mieux de travailler avec des étudiants motivés. Mais nos façons d'enseigner peuvent influer cette présentation des étudiants. On peut influer sur leur façon de se représenter, l'apprentissage à l'université, l'engagement, la motivation, etc. Donc, ça influe aussi ces expériences pédagogiques, non seulement sur la réussite, mais aussi sur la motivation, sur les représentations de conception des étudiants, etc. Ok? On ne va pas tellement appuyer là-dessus, ça va être difficile. On est peut-être sur les attributions, l'image de soi. Oui, peut-être.
s'ils ont une expérience pédagogique positive, peut-être que ça va transformer un peu leur image de soi et leur façon d'attribuer leurs échecs, leurs réussites. Mais on ne va pas appuyer sur leur passé ou sur leur vie familiale, effectivement. Ok, donc j'aime bien vous présenter ça parce que ça remet vraiment notre rôle d'enseignant, d'enseignante au centre et ça montre bien que finalement ce qu'on fait comme activité pédagogique avec les étudiants, ça a beaucoup d'importance. Et comme je disais juste avant, la méthode finalement c'est assez bien adapté à des étudiants qui sont à l'université, qui sont des jeunes adultes. Des réactions par rapport à ça? Les collèges qui reluent les présages avec représentation et conception, c'est Non, oui, mais non, c'est le bloc. le bloc qui est relié au bloc. Voilà, c'est ça. C'est pas plus que ça. Bien. Alors, on va parler un peu de l'autonomie des étudiants. C'est quand même le sujet du jour. Comment est-ce qu'on fait que les étudiants deviennent autonomes et ne fassent pas uniquement volontaire, comme m'a dit Paul Kellner, je ne sais pas si on va voir, mais qui s'impliquent davantage dans le processus d'apprentissage, qui préparent les enseignements, etc. J'ai envie de dire, quand on enseigne à des étudiants de première année, l'autonomie, c'est davantage un objectif qu'un prérequis. Malheureusement, ça fait partie des prérequis. Alors, C'est officiellement. alors, ça dépend comment on voit les choses. Effectivement, un des objectifs du lycée, c'est d'apprendre aux étudiants à développer leur autonomie. Puis on va voir dans le cas d'études juste après sur l'autonomie des étudiants en université. Mais ils sont autonomes dans un cadre bien particulier. Ils sont dans une petite classe. On leur donne des travaux à faire régulièrement. On leur donne des feedbacks régulièrement. On leur donne des échéances qu'ils doivent respecter. Et puis on leur donne des notes régulièrement. Ils ont une vision quand même assez sur le processus d'apprentissage, alors qu'à l'université, dans beaucoup de cas, ils vont avoir un feedback ou une note seulement à la fin d'un semestre, quand ils font des examens, et pas plus. Comment est-ce qu'on peut savoir comment s'organiser quand on a si peu de feedback? Donc, c'est aussi un apprentissage d'un nouveau contexte. Ils sont autonomes dans un contexte, mais là, ils changent tellement de contexte que ça peut être vraiment compliqué. Donc, je suis absolument d'accord de dire que c'est un prérequis. Normalement, il devrait être un peu autonome. Et puis, l'autonomie, ça dépend aussi du contexte familial et social dans lequel ils sont. Comme je disais tout à l'heure, on a de plus en plus d'étudiants diversifiés, sociologiquement. D'un point de vue sociologique, on a de plus en plus d'étudiants, par exemple, qui sont les seuls de leur famille ou de leur entourage à faire des études supérieures. Ils n'ont aucun code social ou de référence à laquelle s'accrocher pour savoir comment se comporter à l'université. Et ça ne va pas s'arranger. De plus en plus d'étudiants vont se retrouver dans ce cas. Depuis 30 ans, il y a une explosion au niveau mondial du nombre d'étudiants dans les universités. C'est très bien. L'égalité d'accès, on y arrive enfin. Mais alors, l'égalité d'acquis, l'égalité de réussite, là, on est très, 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 très loin. Donc, voilà, ça se discute. Alors, c'est quoi l'autonomie des étudiants? C'est quoi un étudiant autonome? C'est quelqu'un qui se régit par ses propres lois. Ça signifie qu'ils décident pour eux-mêmes selon les règles qu'ils sont eux-mêmes fixées. L'idéal, évidemment. Hein. Ça, c'est la définition d'autonomos en grec. On se régit par nos propres lois. Sauf que on sait bien que ça ne marche pas tellement comme ça. Et dans l'étude de Marie David, elle a interrogé des tas d'étudiants de première licence, mais aussi des enseignants en fait, qui enseignent en L1. Et elle leur a demandé à ces enseignants-là, qu'est-ce que vous faites pour encourager, favoriser l'autonomie des étudiants?
Et alors, il est tombé sur des tas d'enseignants qui disaient, bah, moi, les étudiants, je vois bien qu'ils ne sont pas autonomes. Alors, je les force à faire comme je veux qu'ils fassent. Donc, il y a des enseignants, par exemple, qui disent aux étudiants, pour résoudre cet exercice, vous devez faire de cette façon-là. Si vous ne faites pas de cette façon-là, c'est 0. Il y a des profs qui disent, ben, les étudiants en classe, ils jouent avec leur téléphone, ils font n'importe quoi, ils lisent le journal, ils font leur liste de cadeaux de Noël, enfin, ils font tout sauf être attentifs. Eh ben, moi, pour qu'ils prennent des notes, je dicte ce qu'ils doivent écrire. Et puis les cours se transforment en longues dictées. C'est vrai. Hein? Pire que ça, il y a des profs qui écrivent au tableau ce qu'il faut que les étudiants écrivent. OK? Dans ces conditions-là, je ne vois pas comment on peut développer l'autonomie. Donc, là, il y a une vraie question qui se pose quand on a des recherches qui montrent des expériences comme ça. C'est questionnant quand même. Et il y a aussi le profil inverse de je les laisse se débrouiller parce que c'est comme ça qu'ils vont développer. Oui, tout à fait. Et à mon avis, en fait, c'est ce qu'on va voir. À mon avis, ça vaut la peine d'essayer de voir quel est le moyen terme, ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut leur tendre des perches. Pas faire à leur place, mais au moins leur tendre des perches. Après, on est d'accord, être autonome, c'est être aussi responsable. Après, c'est leur responsabilité d'attraper les perches pour leur temps. Oui, parce que les enseignants qui font ça, ils souhaitent la réussite de leurs étudiants. Ils ne font pas ça méchamment. Quoi. Ils veulent que leurs étudiants réussissent. Tout à fait. Et finalement, c'est peut-être une façon de voir que certains enseignants sont un peu démunis par rapport à ça. Et puis, inventent des solutions qui sont presque contre-productives. Mais il n'y a aucun enseignant qui se fiche de l'apprentissage des étudiants. Ça n'existe pas. On a des gens en face de nous à qui on doit enseigner. Même celui qui dit qu'il s'en fiche, c'est pas vrai. Tout le monde, tous les enseignants, même les plus adeptes du cours magistral, se soucient de l'apprentissage des étudiants. Donc, il y a un cadrage excessif. Après, il y a des étudiants qui n'ont pas besoin de ça. Hein. Voilà, la dia suivante, c'est quoi un étudiant autonome? Ben, il recherche de l'information active et indépendante, de façon indépendante, il exerce son esprit critique. C'est quelqu'un qui est capable de s'auto-évaluer, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est capable de comprendre pourquoi il a eu un échec, pourquoi il n'a pas réussi, et qui est capable de changer de stratégie si besoin. C'est quelqu'un qui définit un projet d'apprentissage, il le construit en tout cas, qui a une idée derrière la tête à la suite de ses études. C'est quelqu'un qui assume l'incertitude. J'avais une collègue qui a fait sa thèse sur la prise de notes des étudiants. Et elle interviewait des étudiants. Et puis, il y a une étudiante un jour qui lui a dit, mais moi, madame, quand je dois prendre note en cours, mais je suis tellement stressée que je veux tout. Si le prof dit maintenant c'est la pause, j'écris maintenant c'est la pause. Et c'est excessif aussi à l'inverse des étudiants qui se mettent dans une situation de dépendance totale. Okay. Faut que le prof leur dise tout. Ça ne va pas non plus, c'est l'inverse du prof qui dit. C'est des étudiants aussi qui coopèrent avec les autres, qui discutent avec les autres de leur cours. Bien. Oui. Quelqu'un qui ici qui demande si écrire au tableau pour enseigner les maths n'est-ce pas nécessaire. Absolument. En physique ou en maths, écrire les formules, absolument. Mais c'est effectivement, ça passe par là. Et il y a en maths, en physique, on n'utilise pas du tout certains profs n'utilisent jamais de choses. C'est de slides, de PowerPoint. Le but là, c'est de montrer comment se développe un raisonnement mathématique, une démonstration mathématique. Et les étudiants notent la démonstration avec les explications pas à pas. Et mais c'est pas de la dictée. Là. Oui, tout à fait. Donc, alors là, je suis tout à fait d'accord avec cette. Je suis tout à fait d'accord avec. Je rajouterais Oui.
un projet d'apprentissage, mais aussi à un projet professionnel. Oui, oui, professionnel, oui, mais tout le monde n'a pas ça. Parfois, alors oui, quand on fait par exemple médecine, on sait qu'on veut être médecin. Quand on fait droit, éventuellement, on sait qu'on veut devenir avocat. Mais quand on fait sociologie ou philosophie, souvent, les étudiants qui commencent ces études-là sont surtout intéressés par le sujet. Ou sciences politiques, par exemple, sont surtout intéressés par le sujet, par les études en elles-mêmes, puis le projet professionnel. Donc ça dépend un peu. Vous avez raison, je pourrais le mettre aussi. Ça dépend un peu des types d'études, des filières. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les étudiants à devenir autonomes? Peut-être de façon équilibrée entre la coercition, ou en tout cas des choses extrêmement structurées, la dictée, et puis d'autres choses où les étudiants sont laissés finalement abandonnés à eux-mêmes. Alors ici, voilà une liste de ce qu'on peut trouver dans la littérature. On peut imaginer qu'il y ait quelque chose au niveau institutionnel qui aide les étudiants à faire la transition entre le secondaire et le supérieur. Notamment toutes les aides aux méthodes d'études, aux méthodes de travail à l'université, qui sont organisées dans beaucoup d'universités, ça vise ça. Diversifier ses stratégies d'enseignement, diversifier aussi les stratégies d'évaluation, pas uniquement un seul examen sans action qui vient tout à la fin. Travailler ce qu'on appelle les compétences transversales, donc les compétences méthodologiques, apprendre à coopérer, apprendre à faire des présentations orales, etc. À faire des débats, à argumenter dans un débat. Proposer de l'accompagnement ou en tout cas une forme de feedback, de rétroaction sur où en sont les étudiants quand ils sont en train d'apprendre. Renforcer les apprentissages, etc. Alors, ça, c'est des choses qu'on peut voir dans la littérature. Cette liste en particulier, vous savez qui a écrit ça? Non, vous direz non. C'est le syndicat des étudiants de France. Donc, les étudiants eux-mêmes réclament ce genre de choses. Okay, ils sont tout à fait conscients que si on peut diversifier les façons d'enseigner, ben les enseignants vont mieux s'adapter à l'ensemble des étudiants, à la diversité des étudiants, des parcours d'études. Okay, c'est le meilleur moyen pour enseigner à tout le monde. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, étudiants et enseignants sont assez partenaires finalement. C'est rassurant par rapport à ça. Alors, il y a des étudiants qui n'ont pas besoin de tout ça. Hein. Il y a des étudiants qui vont faire spontanément toutes les caractéristiques de l'étudiant autonome, tout ça. Il y a des étudiants qui font ça spontanément. On est d'accord. Mais ceux-là, c'est ceux qui tournent mal. C'est ceux qui font un doctorat, qui finissent par devenir enseignants à l'université. Okay, c'est ceux qui n'ont pas besoin de structure, etc. Ils vont être autonomes spontanément. Okay, mais ça, c'est 2% maximum des étudiants. Donc, au moins 98% des étudiants qu'on a en face de nous ne sont pas comme nous. Ça va. Alors, dans la littérature, on trouve des listes comme ça de comment faire en sorte que les étudiants deviennent autonomes. Alors, on va en découvrir d'autres plus précisément, mais quand vous lisez les études de Allard et de ses collègues, ou de Marie-David, elle parle d'études de cas, d'apprentissage par projet, par problème, faire parler les étudiants de leur méthode. Quand ils ont réalisé un travail, c'est leur demander aussi, mais comment vous avez fait ça? Comment vous avez résolu cet exercice-là? Expliquez-le un peu aux autres. Les amener à faire des recherches personnelles, des interventions en classe. On peut leur demander de préparer un petit sujet à venir présenter. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut
les amener enfin, qu'on peut leur demander pour travailler en dehors des cours. Et du coup, là, il y a une corrélation qui est montrée avec l'autonomisation, c'est ça? Oui. Oui. Donc, quand on parle d'expérience pédagogique, hein, dans le grand schéma de Romainville et Michaud, l'expérience pédagogique, c'est tout ça. En fait. C'est diversifier les méthodes, diversifier les stratégies d'évaluation, de notation, d'évaluation des apprentissages, et diversifier l'expérience pédagogique, que ce soit en cours ou en dehors. Alors, une dernière dia avant qu'on mette un peu les mains dans le cambouis et puis qu'on discute un peu de ce qu'on peut faire avec les étudiants. De tout ce que je viens de dire, quelles sont les implications pédagogiques quand on s'adresse à des adultes, jeunes adultes, tels que nos étudiants à l'université. Une première chose à avoir en tête, et ça c'est vraiment un bouquin de base en pédagogie pour les adultes, hein, sur l'apprentissage des adultes, on doit concevoir les situations de formation comme, entre guillemets, eux ils utilisent cette expression-là de situation protégée, dans le sens où c'est un endroit, un cours, on est dans un processus d'apprentissage, on a donc le droit de se tromper. Okay. C'est ça qui est bien quand on est étudiant à l'université, c'est pas comme pilote d'avion, par exemple, où ben, on a le droit à l'erreur, de se planter, de recommencer. Ok. Une autre chose, et ça, il faut le faire comprendre aux étudiants. Donc, leur dire, ben, on va faire des exercices, et puis on est là pour apprendre, on n'est pas encore à l'examen, on va se tester, je vais vous expliquer, etc. Donc, je suis sûr que vous allez y arriver. Exploration de connaissances nouvelles, il n'y a pas nécessairement que nous qui vont leur transmettre des connaissances nouvelles, des contenus, de la matière. Donc, c'est faire des liens avec d'autres cours, par exemple. Leur dire, mais vous vous souvenez, ce cours, ce qu'on est en train de voir pour le moment, vous pouvez faire des liens avec l'autre cours que vous avez avec mon collègue X et qui parle de ça. Ça, c'est quelque chose pour des étudiants de L1 qui est très compliqué à faire. Faire des liens entre les différents cours. S'ils font médecine, ils vont avoir un gros cours de physique, un gros cours de chimie, un autre de microbiologie, ou je sais pas. Et puis, ils vont pas nécessairement faire le lien. Ouais, ça me paraissait évident parce qu'on fragmente la connaissance depuis la plus petite enfance, Ouais. on devient des experts dans chacun des domaines. On a un professeur et une matière. Donc, faire ces liens-là, ça voudrait dire qu'il faudrait enseigner d'une autre manière aussi, peut-être par des thématiques. Si on prend le thème de l'eau, avoir l'eau en géographie, en anglais, en physique, voilà, et ainsi de suite. Oh. C'est pas toujours évident de se dire on va le faire parce qu'il n'y a pas eu cet ancrage depuis le début. Oui, disons, il y a une idéologie interdisciplinaire qui s'installe, mais en pratique, c'est compliqué, surtout à l'université où on est quand même assez séparés des différentes matières. C'est pas évident. Un jour, on fera comme les Finlandais à l'école primaire, où il n'y a plus de matière. Voilà. Mais on est encore loin de tout ça. Je pense simplement, au moins, en tout cas à notre niveau, avant que tout ne change, on peut agir au moins sur les liens, induire chez les étudiants les liens entre les cours. Quand on fait par exemple des études de cas, quand on fait des apprentissages par problème, qu'on est soumis à un problème qu'il faut résoudre, bah, ça se fait beaucoup en ingénieur, par exemple. Dans les formations d'ingénieurs, on met les étudiants devant un problème et à plusieurs, ils doivent essayer de le résoudre. En faisant appel à des maths, qu'il faut calculer quelque chose, en faisant appel à de la géographie, l'espace, en faisant appel à, je sais pas, à la résistance des matériaux s'ils font construire un pont. Enfin bref. Donc, c'est dans des activités intégratrices comme ça que ce que vous proposez va se réaliser.
avant que les profs ne se mettent ensemble pour faire des cours communs. Ok. Troisième chose, réversibilité de la pensée. On peut faire quelque chose et puis faire le contraire après, réfléchir à ce qu'on a fait, confronter les points de vue, changer d'avis. Et ça vaut la peine aussi de mettre à disposition des étudiants ce qu'on appelle des outils métathéoriques. C'est un drôle de mot, mais c'est simplement pour amener les étudiants à se rendre compte qu'il y a d'autres avis que le leur et les confronter à d'autres avis, notamment avec des débats, ou en leur faisant lire des textes avec lesquels ils ne sont pas a priori d'accord. Et puis enfin, encouragement de la pensée personnelle, c'est les amener à avoir comment dire, un avis personnel, à l'argumenter, à l'expliquer. Et ça, c'est pas dans un cours magistral, mais que magistral, que c'est possible de le faire. Alors, à un moment donné, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir aimé les cours magistraux. Je suis en train de dire qu'à un moment donné, il faut amener les étudiants à faire autre chose que d'écouter pendant certains moments, certaines choses. Okay. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? On appelle le mode ISFO, le point le plus boueux, littéralement. Oui. Bien sûr, oui. Je vous demandais de parler bien fort pour que le son soit bien capté. Dans la diapositive précédente, vous avez mentionné l'importance du groupe dans l'exploration de connaissances nouvelles. Ça correspondait à notre. Oui, c'était dans l'idée que pour explorer des connaissances nouvelles, il n'y a pas que nous qui sommes la seule source en fait. Il y a aussi le groupe, il y a aussi d'autres sources, on peut leur dire, mais sur ce sujet-là, avant que je ne vous parle de ce sujet-là, j'aimerais bien que vous alliez voir un expert professionnel du terrain. Allez discuter avec lui ou elle, et puis revenez et on en discutera de ce que vous avez vu sur le terrain. Ça peut être ça aussi. Ok. D'autres questions? Moi, j'ai une question par rapport à l'oral. En fait, finalement, comment est-ce qu'on amène les étudiants à être à l'aise à l'oral? Alors que en France, en Europe, francophone, c'est une difficulté qu'on n'arrive pas à dépasser. Oui, on apprend l'oral en faisant un grand oral. Non, finalement, non, ça n'arrive pas. C'est méchant. Donc, est-ce qu'il y a une méthode, une solution finalement? La première chose à faire, c'est déjà d'amener les étudiants, dédramatiser, ok, mais amener petit à petit les étudiants à prendre la parole dans un cours. Quand on imagine les étudiants qui participent au cours, on imagine souvent un peu l'image d'Épinal, l'étudiant qui va prendre spontanément la parole devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il va poser une question ou qu'il va spontanément répondre à une question qu'on leur pose. Ça n'arrive jamais. Vous êtes d'accord? Surtout en L1, s'ils sont 300 dans les donc, il va falloir ruser, faire un peu petit à petit, faire en sorte que les étudiants d'abord parlent avec les personnes qui sont autour d'eux, 2, 3, qu'ils aient un petit débat sur une question. Et puis, éventuellement, prennent la parole à un certain moment pour dire leur avis ou l'avis du groupe avec lequel ils ont discuté. Donc, c'est une façon de participer qui est plus indirecte et qui, petit à petit, va amener les étudiants à dédramatiser parce que l'avis qu'ils vont donner, c'est celui du groupe et pas uniquement le leur. Donc, c'est déjà un peu moins grave. Et puis, petit à petit, on peut organiser des activités, plus de débats où il y a davantage de prise de parole de la part des étudiants. Ce genre d'exercice dont je viens de vous parler, où on demande aux étudiants, réfléchissez à une question individuellement, parlez-en avec vos 2 collègues à côté de vous. Et puis, je vais prendre quelques avis dans la salle. Je l'ai déjà fait avec 1000 personnes dans ma salle.
C'est pas très compliqué. Bon, un peu d'organisation, j'avais des collègues avec des micros. Mais les étudiants prennent la parole spontanément s'ils ont. Spontanément, non. Ils prennent la parole s'ils ont pu se préparer et s'ils sont dans une ambiance où c'est un espace protégé, où ils ont le droit de se tromper, etc. Alors petit à petit, dans des groupes plus petits, ben, on va leur demander éventuellement de préparer une partie du cours, de venir expliquer aux autres. Et ça vaut la peine aussi de leur donner du feedback, non seulement sur ce qu'ils ont dit, sur le contenu, mais aussi sur la façon dont ils ont parlé. Est-ce que leur dia était claire? Est-ce que leur expression orale était claire? Des choses comme ça, je vais vous donner quelques conseils. Donc, il n'y a pas de secret. D'autres questions? Éventuellement en ligne? Pas pour vous. Ok. Alors, vous avez un document sous les yeux, et puis les personnes qui sont à distance peuvent le télécharger sur l'adresse qui s'affiche là en ce moment. Ainsi. Et on va fonctionner en 4 étapes. On va d'abord prendre un petit moment pour découvrir un peu individuellement ces stratégies. J'en ai décrit 9 ici dans le document, mais vous allez trouver dans les bibliothèques de pédagogie les 50 méthodes pour faire travailler les étudiants à distance, les 102 méthodes pour faire ceci, etc. J'en ai juste pris 9 qui sont, à mon avis, abordables dans beaucoup de situations. Et évidemment, comme toute recette de cuisine, c'est adaptable. On peut changer les ingrédients, on peut changer la façon de faire, etc. Okay, donc, c'est juste quelques exemples d'activités qu'on peut organiser avec des étudiants. En dehors du cours, qui va permettre de préparer une séance de cours en présence ou de la prolonger. On va fonctionner en 4 étapes. Une première chose individuelle, on va avoir 2 étapes où on va discuter avec les collègues, okay, et puis une 4e étape où on va faire une mise en commun et réfléchir aussi individuellement à finalement comment ça vous parle ce genre d'activité par rapport à vos propres enseignements. Ok. Alors, pour favoriser la prise de parole à l'oral. Par exemple. Par exemple. Alors, je vais vous demander dans un premier temps de. Vous voyez que chaque fois, les activités sont présentées exactement de la même façon, avec comment ça se passe, quel est le rôle de l'enseignant, l'enseignante, des étudiants, à quoi il faut penser en particulier. Et moi, ce que je vous demande, pour 2 ou 3 de ces, que vous choisissez, 2 ou 3 de ces activités, je vous demande de les classer selon 4 critères. En se disant que pour favoriser le travail des étudiants en dehors du cours, ça vaut la peine de réfléchir à ces 4 éléments. Première chose, est-ce que la méthode telle qu'elle est présentée ici permet aux étudiants de réfléchir à leur méthode de travail? Est-ce qu'en même temps que le contenu qui est délivré dans l'activité qui est en train de se dérouler dans l'exemple, est-ce qu'à un moment donné, les étudiants sont amenés à réfléchir à leur méthode de travail? Deuxième critère, sur la dernière page, vous avez les explications. Deuxième critère, compréhension et réflexion. Est-ce que l'activité qui est proposée amène les étudiants à aller en profondeur dans la réflexion sur la matière, sur le contenu? Est-ce que ça les amène à faire des comparaisons ou à faire des liens entre différents cours ou à imaginer des applications de ce qu'ils sont en train d'apprendre? D'accord? Donc, jusqu'où ça va? Est-ce que c'est juste de l'apprentissage par cœur? On met à 0.
ou est-ce que ça va jusqu'à la réflexion personnelle? Là, on mettra 2 mots. Troisième critère, est-ce que ça amène les étudiants à interagir entre eux ou avec vous? Est-ce que ça les amène à s'impliquer personnellement? Et puis, quatrième critère, est-ce que ça favorise l'autonomie et la responsabilisation? Est-ce que ça les incite à opérer des choix, à organiser leur travail de façon autonome, que ce soit seul ou en groupe? OK? Donc, quand vous allez lire 3 de ces activités que vous allez choisir, quand vous allez les lire, réfléchissez un peu à ces 4 critères et comment vous situeriez chacune des méthodes, chacune des stratégies sur ce radar. Okay? Donc, par exemple, il y a une méthode, ça va être 1 pour méthode de travail, 2 pour interactivité, 2 ici, et puis ça va faire une sorte de dessin radar. Ça va? Les consignes pour cette première étape. Et puis ensuite, on discutera justement des activités avec les collègues. Donc ça, c'est le tableau que vous avez sur la dernière page du document. Et donc, on vous demande, est-ce que ces stratégies permettent aux étudiants de mener une analyse de leur méthode de travail, etc. Okay, on prend une petite dizaine de minutes pour ça. Et puis, vous pouvez les prendre, par exemple, 2 ou 3 premières, quelqu'un d'autre, 4, 5, 6, etc. Je vous laisse un peu libre par rapport à ça. Ça va? Je vais commencer par le début. Et puis, si vous avez des questions, rappelez-moi. Bien sûr. Il y en a 9. Je vais en dessin. Oui, mais on va faire plusieurs. Bien sûr, c'est pour ça.
Je dois relier. Si, bien sûr, ça dépend de l'autre. Non, ouais, c'est bon. On en a d'autres. Les autres. C'est bon, ok. Non. T'es connecté, oui, Internet? T'es connecté là, non? Ça va, vous avez fait le tour de quelques-unes. Non, mais avant ça, vous allez vous rapprocher d'un collègue qui va travailler sur les mêmes, stratégies que vous. Vous allez travailler, si quelqu'un a travaillé, vous êtes deux à avoir travaillé sur la méthode 1, par exemple, va discuter. Vous deux, vous pouvez déjà travailler ensemble. Donc le but, c'est de comparer justement vos bonnes réponses. Parce que vos contextes sont différents. Si vous avez des questions sur les critères, c'est bon, on change de place, on regarde. On regarde déjà qui ensemble. Alors, d'accord, c'est pour une question. Surtout d'appuyer à la
Ce qui me pose problème, c'est que. Moi, c'est pas eu. Ouais, bah ouais. Donc finalement, ça ne dépend pas parce que c'est juste ce qu'on dit, je me suis dit qu'il fallait qu'ils se posent vraiment des questions. Leurs idées préconçues. Ils expriment leurs idées préconçues. C'est pas que pour ça que c'est ça peut bien marcher avec les recherches. C'est vrai que c'est un cas d'adressant qui ne prend pas tellement de. Ah, si, voilà. Ouais, j'ai travaillé sur l'interactivité. Je suis deux, parce qu'il y a quand même toujours un feedback de l'enseignement. Et c'est un feedback collectif. Moi, j'étais les trois premiers, on avait fait un, mais on revient ensemble. Bon, voilà, il y a beaucoup c'est pas ce sujet. Mais bon, moi je suis irlandaise, ça marche pas. Personne ne fait pas la première, ça c'est un peu. Oui, ça. Non, oui. Alors,
Il reste pas d'ordinateur. Je vais demander un micro, un casque. Je préfère à l'avance, si tu perds un peu de quand même la travail progressé dans la c'est enseigné, mais avec cette intention là, c'est Bon son, bon, tant pis. Ils auraient pu, si on avait le micro, ça, ils auraient pu travailler, mettre le micro au milieu et participer à des débats pour poser la même question. Ça, c'est pas Le chiffre travaille tous ensemble. Ah oui. Les deux aussi là-bas. ils sont arrivés à deux parce que ces projets, c'est un travail C'est quand même encadré. Vous avez c'est l'enseignant Elle, qui a tu peux aller sur elle, dans le tu peux lui rajouter de l'autre. Moi, j'ai pas Mais je ne passe ici. Et l'autre dans le parce que je dois lire le texte. Il y a une question, Isabelle, elle lève la main, Isabelle Thomas. Il y a 25 minutes. Ils n'ont pas de micro, j'aurais dit au début qu'il fallait poser des questions. Fais tout, là. Fais-toi ici. Il n'y a pas d'enjeu. Pour moi, c'est ça qui est un peu à développer. Ils ont tous et après, j'avais une question. Et donc là, cependant, Tu lui dis qu'elles ont dire ici que si elle veut, poser des questions. Elle veut travailler avec les gens. Votre micro, on veut participer. Ah oui, beaucoup plus sévère. Alors, on va passer. On propose de passer. Ça, c'est pas le c'est 9. Je propose de passer à l'étape suivante. Okay, donc là, vous avez discuté avec des gens qui ont lu les mêmes stratégies que vous. Maintenant, l'étape suivante, c'est de travailler avec des gens qui n'ont pas fait les mêmes stratégies que vous. Okay, donc, vous allez être face à un collègue, à une collègue qui ne connaît pas les stratégies sur lesquelles vous venez de réfléchir et à qui vous allez devoir lui expliquer le débat que vous venez d'avoir. Okay, donc, c'est ça l'enjeu maintenant, c'est d'échanger sur d'autres stratégies que vous n'avez pas encore expliquer à l'autre les enjeux de chaque des stratégies que vous venez de discuter. Mais comment on est arrivé à cette d'accord? Justement, pourquoi? C'est intéressant. Moi, j'ai pas fait 1, 2, 3, 4. Moi, je fais dans le choix. Et en ligne, il y a aussi la Donc, mettez-vous à 2 ou 3. Oui, on tourne, mais là, il faut expliquer
suis un mec. En fait, je suis le 4. Et en réalité, finalement, ça ne peut pas réfléchir parce qu'ils peuvent trouver la définition, c'est la plupart du temps, ça n'est pas la définition de la réflexion parce que finalement, ils vont trouver déjà des définitions, peut-être qu'ils vont les mais la question ici, parce qu'on est sur les zéros, c'est un par cœur. Ça, c'est un peu mieux d'apprendre par cœur. Finalement, c'est pas passé par eux, quoi. C'est très mal fait. Ils ont eu compris parce que ça veut dire. Et j'ai mis l'interactivité en navigation parce que finalement, chacun fait tout seul. Ça fait tout le temps. On monte à des fois, on va sur un exercice. Non, mais parce que moi, il y en a un, il m'a ça, on n'a pas dit. Alors que le fait, mais sinon, voilà, je fais dans des arrêts, sauf qu'on a non, ça va mettre il y a des moments où c'est plus de faire ça. Mais un petit peu la concentration finalement, voilà. Il y a sûrement des moments. Mais raison d'exercice. Mais j'avais mis un partout. Non, je l'ai mis en je l'ai mis en oui, de compréhension. Il n'y a pas beaucoup d'interactivité. Il y a un programme qui est on a fait aussi la biche. Ah oui, c'est attends, je vais Attention à amener à discuter avec l'enseignant ou un truc. allez, va sur la bien sûr, les travaux qui ont intéressé précédemment. Les étudiants en lice, l'impression que j'avais, c'est ça. Après, tu faisais donc ça va les amener à se Mais c'est bon, ouais, mais en fait, c'est que la
Et en termes d'application, et en termes de documentation, parce qu'il y a toujours deux mots en fait, c'est ça qui est gênant, c'est que parfois on trouve que ça s'ennuie, moi, je sais pas. Ouais, moi je peux vous dire, parce que je crois que SG présentement, on commence par une chanson de comment je vais évaluer. Et en fait, je vois pas tellement. Tu vois, il y a un effet de ça. C'est le but. Avec ça comme but. C'est ça comme but. Parce que avec ce but-là, je dis, bah oui, c'est bien. Oui, ça peut être un maximum, mais je sens. Voilà. Après, on parle de C'est normal. Il veut expliquer comment il va nous et tu vois, par exemple, mais là, je pense que là, je sais pas si on va un petit peu plus intelligent. Si le but, c'est de rendre l'élection plus efficace, c'est vrai que ça va montrer aux gamins se poser des questions en lisant des lectures, c'est plus mature, des études. Vraiment en main dans n'importe quel. À chaque fois, je dis non, mais je vais ça, je les ai pris. En fait, sans vraiment. Oui, mais je suis d'accord. D'abord. Et pourquoi ils disaient le sexe de Moi, je veux que si la femme, ça, j'ai un instant, et donc, l'enseignant doit expliquer l'information. Donc, expliquer en méthode sensorielle. Donc, du coup, là, je suis très contente de la recherche qui est faite. Savoir être synthèse. Compréhension de humainement parlant, autonomie, responsabilité. Interactivité, implication, il y a des pairs, il y a des collègues. On doit découvrir les buts, échanger. Et en fait, c'était sensible. mais là, il s'agit pas de faire un exposé. On demande de préparer son coup dans bien investi. Mais bon, après, ça dépend de l'emploi, ça va révéler comme ça. C'est comme un enseignant qui a ça, on va bien réfléchir. Oh non, oui, je vais poser des questions sur son temps. Alors, moi, je fais de l'enseignement des travail étrangères et aussi l'enseignement. Est-ce qu'un enseignant se pose des questions sur sa vie de travail? Moi, je suis en géographie. Je travaille dans les gens qui La recherche de l'utilisation, par exemple. Ouais, c'est quelque chose qu'on a c'est vrai qu'on leur demande d'organiser et de vérifier leur compréhension. Oui, on leur demande.
Ouais, je veux dire, moi j'aurais un peu peur. Bon, après, je commence à faire de la formation des formateurs. Moi, j'avais dit que c'est vrai que les trucs sont idéal. J'insiste sur aimer. Ce que j'ai bien aimé là, c'est vraiment l'accompagnement, le fait qu'il y ait un 2 soit 4. Et il y a Ça va? Bon, ça va? Ok, on va reprendre alors. Je vous propose de reprendre. Oui, c'est ça. Bien. Alors, est-ce qu'il y avait des bonnes réponses? Il n'y a plus de bon débat. Bien. Alors, la discussion que je vous propose, on va prendre quelques minutes pour ça, elle va tourner autour de ces questions. Est-ce qu'il y a parmi ces 9 stratégies, comme je vous disais, il y en a d'autres, parmi ces 9 stratégies, laquelle vous semble la plus applicable dans vos enseignements? Et puis j'aimerais bien savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait, ou à quelles conditions, à quelles adaptations il faudrait procéder pour que cette stratégie puisse être applicable dans votre contexte d'enseignement, pour votre discipline, avec le type d'étudiant que vous avez à votre aide. Ça va? Bon, on peut échanger un peu là-dessus. C'est prétentieux de Ah mais non, alors, sûrement pas. Sûrement pas. Mais justement, ce qui m'intéresse alors à ce moment-là, c'est de savoir quelles adaptations éventuelles vous avez. Bon, je veux bien commencer. Oui. Bon, j'ai déjà essayé la réponse écrite courte à une question plusieurs fois. Et j'étais assez déçue de cette technique. Parce donc que la 2. La 2, oui, parce que c'est ce que j'ai dit à ma collègue, c'est que j'attendais effectivement une recherche d'informations et une réflexion, mais souvent c'était juste des idées préconçues qu'ils exprimaient sans faire de recherche supplémentaire. Donc en fait, on se retrouvait au point de départ, pas vraiment. Et ce que j'aimerais bien essayer, c'est une lecture, parce que je leur donne souvent des articles à lire pour aller plus loin, mais je ne sais pas ce qu'ils en font, s'ils lisent vraiment, et quand ils lisent, ce qu'ils en comprennent. Donc, je trouve que fournir un guide de lecture, ça permet effectivement de les aider à lire et de les inciter à lire, alors que quand c'est juste dans les ressources complémentaires, ils se disent peut-être, bon, un jour je lirai ça, mais en fait, je ne le fais jamais. Oui. Le guide de lecture, effectivement, c'est particulièrement adapté pour les étudiants de première année, en fait. On va faire ça avec des étudiants de master, certainement. Mais en tout cas, pour leur apprendre à avoir l'œil attentif à ce qui est important dans un article scientifique. Nous, on en a lu des dizaines. On sait où il faut chercher l'information. On sait comment ils sont structurés. On sait où l'information dont on a besoin se trouve. Et on va directement lire la même page. Mais un étudiant qui découvre ce genre de littérature, ben, il va falloir qu'il apprenne à lire intelligemment. Donc, ça peut aider à ça.
Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Une autre stratégie que vous verriez bien utiliser dans votre... Juste sur la ligne, oui, je fais peut-être pas toujours des questionnaires à scoop, mais des fois, parfois juste des QCM avant, entre deux cours. Oui. Et j'ai trouvé que ça débloquait un petit peu la situation où l'anxiété que le prof parle, parce que justement, on a ce moyen de. C'est pas comme les clickers ou les en cours, etc. Mais c'est déjà un petit peu un canal de. Après, effectivement, beaucoup plus loin que ce qu'ils pensent. On veut leur demander leurs sources. Hein. Ce pas des journalistes, ils doivent citer leurs sources dans le monde académique. D'où viennent les affirmations qu'on amène. Après, moi, je suis très intéressée justement par ces méthodes de travail. Et du coup, je pratique aussi au milieu, un rapport bibliographique, la rédaction d'un journal personnel. Oui. Vous nous enseignez dans quel domaine? Je suis enseignante en neurosciences, mais je fais des enseignements du premier. Ok. Donc, là, c'est un enseignement transversal disciplinaire, donc je suis des biologistes. Et en même temps qu'ils font leur travail bibliographique, on leur fait une sorte de carnet de bord pour justement expliquer leur démarche documentaire, les obliger à formaliser un petit peu comment ils ont fait. Pas juste fournir le rapport bibliographique à la fin, mais aussi justifier de comment on a organisé le travail, quels outils on a utilisés, comment on a sélectionné nos sources. Oui. Et ça, c'est en général un outil un peu métathéorique pour apprendre aux étudiants à se rendre compte d'une démarche d'apprentissage, une démarche, un processus de recherche qu'ils doivent mener. Et puis, ça, en principe, ça évite beaucoup les méthodes de travail. Est-ce qu'il est évalué? Oui. Oui. Merci. Autre chose? En fait, ouais, sur l'enseignement réciproque, le 9, oui. Le 9, c'est l'idée que des étudiants en petits groupes préparent une séance d'enseignement. En fait, c'était assez intéressant d'en discuter de la nécessité de légitimer l'exercice auprès des étudiants qui vont dire mais ça c'est le boulot du prof de faire cours, c'est pas à nous. Et que il y a en fait pas mal d'exercices où on passe essayer de légitimer l'exercice. Parfaitement légitime, mais ouais, c'est l'approprie. Et c'est vrai que c'est toujours une sorte de résistance en fait des futurs, et même si on a une résistance un peu particulière. Mais en fait, c'est un projet assez perfide parce qu'on demande aux étudiants de faire un cours et après de faire passer un QCM, c'est-à-dire si les résultats du QCM sont catastrophiques, on comprend que leur cours était catastrophique. C'est un très beau piège. Alors, ça dépend aussi un peu du contexte. Moi, je me souviens avoir vécu ce genre de méthode dans ma formation en sciences de l'éducation, formation à l'enseignement. Alors, évidemment, ça se justifie pleinement parce qu'on doit apprendre à enseigner. Donc, ça justifie de faire ça aux étudiants, futurs enseignants ou futurs formateurs. Donc, alors peut-être que dans d'autres contextes, cette question de légitimité peut poser davantage. Ça, je comprends tout à fait. Mais l'idée, c'est peut-être aussi de leur dire, mais apprendre, c'est aussi, pour consolider certains apprentissages, c'est très intéressant de l'expliquer à l'autre. C'est comme ça qu'on consolide les apprentissages. Voilà, et puis se confronter aussi aux questions qu'on nous pose sur un sujet. Non, mais c'est par rapport aux autres aussi qui vont dire si c'est mon camarade qui a fait le cours et il est mal fait, je n'ai rien appris. Oui, alors là, évidemment, on va pouvoir faire un débriefing, pouvoir prendre le temps pour de la correction, etc.
ça se fait, enfin, moi j'ai vu ça aussi dans des grands amphis avec une centaine d'étudiants en droit, où les étudiants doivent préparer la résolution d'un cas et l'expliquer aux autres. Mais le prof est là en même temps pour corriger s'il y a un souci et donner des informations exactes. Donc, et il explique bien que le travail des étudiants, c'est de faire l'exercice, c'est un exercice pratique, une étude de cas, et puis d'être corrigé directement, parce que quand les étudiants rédigent un cas ou rédigent une résolution de cas, puis la rendent au prof, ils ont parfois 2-3 semaines avant d'avoir un feedback. La résolution de cas, c'est pas toujours évident à organiser, alors que là, il y a une interaction directe, et puis les autres étudiants qui assistent à la résolution du cas et à la discussion avec le prof profitent aussi de cette interaction. Donc, non, ça dépend peut-être effectivement de tout. Un dernier exemple peut-être qui veut nous dire quelle stratégie Milou elle a choisi et pourquoi. Elle paraît la plus pertinente. Mais non, moi j'avais envie de réagir sur ce que vous venez de dire, parce que vous avez l'impression que c'était délégué aux étudiants de faire le cours. Moi, je ne l'ai pas du tout pris comme ça, cet exercice. Je l'ai pris comme un exercice d'apprentissage à des enseignants et enseignants. Oui. C'est marrant. Voilà, c'est juste. Ça se fait en prépa grec, par exemple, où les gens qui présentent une leçon sur un thème, on ne retraite pas ce thème en cours parce que on discuter de la leçon. Ça peut être aussi préparé, ça peut être aussi une préparation, pas nécessairement sur un sujet, sur des matières, sur un contenu, ça peut être sur un sujet de débat. C'est-à-dire que les étudiants sont responsables d'amener une question qui fait débat et de peser le pour et le contre sur ce débat-là. Là, ça va un peu au-delà. Les sujets du cours, c'est vous qui les avez vus avec eux, mais eux vont un peu au-delà. Là, ça... Bien, donc voilà, merci. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de ces stratégies-là. L'idée ici, c'était un peu de vous amener à découvrir en une petite demi-heure finalement quelques stratégies et puis vous donner des exemples pratiques qui peuvent fonctionner selon les contextes avec des étudiants pour justement développer leur autonomie et développer leur travail en dehors des cours. L'exercice ici en lui-même, ce que je vous ai fait faire, on peut imaginer ce genre d'exercice où les étudiants doivent préparer la première étape individuelle qui pourrait très bien se faire à distance. Vous aurez très bien pu vous donner ça à l'avance en vous disant, regardez un peu chacune des stratégies et essayez de les classer selon les 4 critères avant de venir ici. On peut plus imaginer ça. Okay. Bien, alors j'en arrive petit à petit à la fin de l'atelier. L'idée générale finalement de cette stratégie-là. Avec un certain nombre. Non, juste pour déposer le rapport. Thématique qui a s'informer, c'est-à-dire lire quelque chose, faire une recherche personnelle sur un sujet, trouver des définitions d'un concept dans la vie. Est-ce qu'on peut la déposer en plus? Est-ce qu'on peut déposer plusieurs documents? La semaine prochaine, les étudiants en pédagogie bien déposer sur l'innovation pédagogique. Ils vont devoir rechercher des définitions d'innovation pédagogique dans la littérature. Je vais vous donner quelques textes, mais je vais vous donner aussi quelques pistes pour en trouver d'autres. La première fois qu'on me pose cette question. Une fois qu'on sera tous ensemble, on va discuter de nos questions. J'ai un tableur. C. Voilà, hop, je vais sur ma page Word. Pour rechercher les informations. Oui. Et puis éventuellement comparer.
même si je veux, par exemple, cette page-là, la mettre en, c'est une histoire de problème de paysage, de portrait paysage comme ça. On peut leur demander de produire quelque chose. Alors après, là, par exemple, il dépasse un petit peu. Donc, soit j'arrive à accéder ici, et puis j'arrive à. Alors, je dézoome un peu, je vais chercher. Ou alors préparer. Là, des fois, ça, c'est un peu embêtant. Selon la fin des tableaux, organiser changer les colonnes, etc. Ou alors, effectivement, je peux le mettre au pire en image. Ici, par exemple, ça, c'est la feuille que je peux lui faire, au lieu d'un saut de page, par exemple, un saut de... c'est important ce dernier point. Là, comme, ce qui se passe en dehors des cours, mise en page, pour justement en fait, on peut, amener les étudiants à on peut même en fait définir juste cette page-là en orientation. Souvent, les cours à l'université sont alors le truc, c'est que si c'est et voilà, et là mon tableau, je cherchais ce petit rectangle là pour pouvoir. Oui, sur le semestre, on va avoir 12-13 séances de cours où on va leur expliquer des tas de contenus et à la fin, il y a une évaluation. Si je fais un parallèle avec la conduite automobile, imaginez qu'on vous donne 13 cours sur comment conduire une voiture et à la fin, on vous met dans la voiture et il va falloir conduire sans faire d'accident. Okay, il manque quelque chose. Bon, il y a un truc qui voilà, la pratique et le feedback. C'est-à-dire que non seulement il faut s'exercer, s'entraîner, mais il faut aussi avoir une évaluation formative, comme on dit. C'est-à-dire un feedback, une rétroaction, une explication sur ce qui ne fonctionne pas, une correction, jusqu'à ce qu'on puisse réaliser l'examen et réussir ou rater, mais en tout cas en connaissance en s'étant exercé. Okay, et entre les séances de cours, ça peut être intéressant de justement faire ça, de demander d'écrire quelque chose, d'en discuter en cours, et puis de se refiler entre les documents, à relire, à corriger, à se donner du feedback les uns les autres. Il n'y a pas nécessairement, ça ne doit pas, comme je disais tout à l'heure, le contenu et le feedback ne doit pas nécessairement uniquement venir de nous. Entre eux, ils peuvent faire aussi beaucoup de choses. Et apprendre à travailler avec ses collègues, c'est important, hein, comme on l'a vu dans les facteurs de réussite et d'apprentissage à l'université. Quelques autres activités, d'autres exemples, faire la recherche personnelle d'un article. C'est un truc, quelque chose que je fais encore assez volontiers, c'est-à-dire que je prends un article et puis dedans, je surligne certains passages importants qui font débat. Et je leur demande, avant de venir au cours, vous lisez cet extrait, c'est souvent un paragraphe ou deux, c'est pas grand chose. Et puis, je leur dis, si vous deviez expliquer ça à quelqu'un d'autre, comment vous feriez? Réfléchissez un peu, une explication. On ne va pas leur prendre des heures. Et puis, une fois qu'on est en cours, eh ben, je leur demande de se mettre par petits groupes et de s'expliquer les uns les autres. Et si vraiment il y a un souci, quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils comprennent faux, ben là, je vais intervenir. Mais ils peuvent beaucoup faire aussi ensemble. Et c'est une façon aussi de leur apprendre une méthode de travail, d'apprendre à collaborer, à coopérer avec les autres, etc. Présentation de texte par petits groupes, ben, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On aurait pu faire la première étape de l'exercice à domicile. Une petite rédaction sur leur méthode de travail. Comment est-ce que vous avez fait pour résoudre tel cas en droit? Ou comment est-ce que vous avez fait pour résoudre tel problème en sciences de l'ingénieur? Alors après, mais il y a aussi des textes longs. Ce qu'on leur demande d'écrire de façon courte, c'est pour les préparer à réaliser des textes beaucoup plus longs. Si vous faites des études littéraires en anglais, etc., vous allez devoir rédiger des essais, on appelle des essais, c'est-à-dire une critique littéraire d'un poème ou d'un roman, et puis
c'est vraiment pour s'entraîner. On a du feedback du prof, évidemment, et puis c'est vraiment pour s'entraîner à rédiger des textes plus longs. Dernière, peut-être, éléments de synthèse. Il ne faut pas hésiter, même en première année, alors à les faire réfléchir. Et quand on a les étudiants de première année, ça vaut la peine de leur poser des questions de réflexion. Ils sont capables de réfléchir, mais peut-être pas tout de suite. Avant de leur demander qu'est-ce que vous pensez de la théorie de tel auteur, quelque chose de très vaste, hein, ils vont peut-être s'y perdre, ça vaut peut-être la peine de leur demander, voilà deux définitions d'un même concept par deux auteurs, c'est quoi la différence? Comparer un peu ces deux définitions et avec laquelle vous seriez plus d'accord. Pourquoi? Rien que ça entraîne à de la réflexion plus vaste et plus construite. Donc, commencer à petits pas, avec des petites activités comme ça, c'est ce qui donne le plus de chances qu'ils sentent qu'ils peuvent y arriver. C'est pas lire tout un roman, tout un bouquin de technique. Faire des liens, on en a parlé tout à l'heure, hein, faire des liens, les activités, mais aussi avec leurs connaissances préalables ou avec les autres cours, les entraîner à faire ça. S'ils doivent expliquer quelque chose à quelqu'un aussi, même petit au départ, même court. Pas hésiter à être explicite sur l'utilité des activités et puis d'expliquer si je vous ai demandé de faire cet exercice-ci, par exemple, c'est parce que je veux que vous ayez ça réagisse chez vous et que vous fassiez des liens avec votre pratique professionnelle. C'est pour l'exercice qu'on a fait. Et expliquer ça aux étudiants, expliquer le pourquoi des différentes activités, ça donne du sens pour eux et ils vont beaucoup plus volontiers se projeter dans ce qu'on leur propose. C'est vraiment en lien avec la pédagogie des adultes, les caractéristiques des adultes qui apprennent et qui ont envie de savoir pourquoi ils font les choses. Leur suggérer des méthodes de travail qui soient plus larges que une méthode de travail, ça pourrait être écrire tout ce que le prof dit. Mais c'est écrire ce que le prof écrit au tableau uniquement. Mais on a vu que ce n'était pas nécessairement très efficace pour le développement de l'autonomie, mais leur suggérer des façons de faire, en discuter, faire en sorte qu'ils en discutent entre eux, c'est le meilleur moyen pour qu'ils développent leur propre façon de travailler et qu'ils développent leur autonomie. J'ajoute en lien avec la discipline, avec la discipline qu'ils étudient, parce que c'est très différent d'une discipline à l'autre. Lire un texte en physique, c'est pas la même chose que lire un texte en sociologie. En sociologie, on va nous demander de donner notre avis, d'analyser, etc. En physique, on ne va pas nous demander notre avis sur la gravitation universelle. Et donc faire parler les étudiants de leur stratégie de travail avec nous, mais aussi surtout entre eux. Voilà, pour synthétiser le tout, les grandes idées peut-être à retenir, ce que je voulais vous transmettre aussi. Merci à vous, et s'il y a des questions. Merci. Le PowerPoint sera disponible, et puis à la fin, il y a la bibliographie. Est-ce qu'il reste une question? Bonjour. Merci, c'était très intéressant. Merci aussi. Ça peut être une remarque, une objection. Elisabeth, merci. Bon. Bien. Merci à vous. Suite de journée. Vous retournez en Suisse ou vous restez? Non, je retourne. C'est trop plat. Merci. Bon, merci.
Comment vous transmettez ça à d'autres enseignants en faisant dans votre institution, c'est donner des cours comme ça, d'une façon à l'autre? Oui, alors moi je donne cours dans un master, c'est un master de didactique de discipline, didactique disciplinaire, et les étudiants finalement c'est les futurs formateurs, les futurs formateurs d'enseignants. Donc ça va être leur métier. Mais oui, le aussi, c'est différent d'enseigner à des adultes qui ont déjà une expérience professionnelle par rapport à des gens qui sont en formation initiale. Typiquement ici, une solution aussi pour faire transmettre un peu de méthode, que moi je les ai. Je pense que ça va uniquement moins bien. Puisque le contexte est très différent l'un de l'autre. Façon de voir l'enseignement est très différent aussi. Donc, c'est le meilleur moyen pour voir rapidement de façon un peu plus ancrée dans notre société. Pour expérimenter il y a l'éducation populaire, Oui, voilà, on n'a pas oui, tout à fait. En plus, par rapport à l'enseignement réciproque, on a parlé d'éducation populaire. En France, il y a des réseaux d'échange réciproque de savoir, c'est exactement ça. Tout le monde sait quelque chose. Il n'y a pas n'importe quoi, il n'y a pas tout savoir. On peut regarder les deux. Voilà, merci.